Donc, je disais bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation à notre webinaire mensuel qui porte sur l'évaluation de la qualité des données dans les projets et programmes, méthodes, outils et défis. Nous sommes l'association ACNIL. Nous sommes l'association ACNIL, qui signifie Association of Cameroon Monitoring Evaluation, Accountability and Learning Practitioners, et qui rassemble les professionnels du suivi et évaluation. Notre association a été fondée à Yaoundé en 2023 et légalisée sous le numéro de récépissé ci affiché. La vision de l'ACNIL, c'est de mettre l'expertise du MIL au service des projets et programmes d'aide humanitaire et de développement. Les objectifs que nous poursuivons sont respectivement promouvoir le métier de mille, promouvoir l'entraide, la solidarité et l'entente entre les membres, promouvoir l'insertion socio-professionnelle des membres, veiller au renforcement des capacités des membres et sympathisants, promouvoir l'épanouissement des membres et la visibilité de leurs actions. Les valeurs de l'ACMI sont le professionnalisme, le dévouement, l'innovation et la solidarité. À ce jour, nous comptons environ 183 membres et sympathisants, dont 45 femmes inscrites. Et nous organisons mensuellement des webinaires en lien avec les besoins du MIL. Pour pouvoir intégrer notre association, veuillez vous connecter au lien ci-dessus affiché qui vous sera partagé dans le chat. Pour ce jour, le principal intervenant que nous aurons dans cette session est l'expert Yannick Kamoa. Il s'agit d'un ingénieur statisticien économiste titulaire d'un master en suivi et évaluation qui cumule 9 années d'expérience dans le domaine du MIL. Il a conçu et opérationnalisé plusieurs systèmes MIL au sein d'organisations et de projets de développement au Cameroun. Son expertise couvre le MIL, les enquêtes, l'évaluation, l'audit des programmes et projets, la planification, la modélisation statistique, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes de feedback et de réponse. Et moi, je suis Astrid de Messaga, évaluatrice émergente, démographe et titulaire d'un certificat en analyse de données pour la santé mondiale. J'ai réalisé plusieurs évaluations de stratégies d'intervention et mon expérience est à la fois nationale et internationale en matière de planification stratégique, suivi et évaluation des interventions et recherche académique. Je vous remercie et j'invite à présent notre principal intervenant, M. Yannick Kamoa, à pouvoir prendre la parole. Yannick, Ok, bonjour à tous, bonjour Astrid, merci pour la parole donnée. Je ne sais pas si tu me permets présent- d'envoyer la présentation. Ok, ok, merci de me signaler si la présentation est visible à votre niveau. Ok, la présentation est visible. Alors, une fois de plus, bonjour à tous. Comme Axit l'a si bien mentionné, je suis Yannick Kamoa, statisticien économiste de formation et spécialiste en suivi et évaluation. Alors, pour ce jour, dans le cadre des activités de l'Association camerounaise de suivi et évaluation, apprentissage et redevabilité, le thème principal porte sur l'évaluation de la qualité des données dans les programmes et projets. Et donc, nous allons faire une présentation tant bien que théorique et pratique des méthodes, des outils et des défis que l'on peut, que l'on rencontre dans la excuse-moi mise en Yannick, œuvre. est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Si. Ok. D'accord. OK. Donc, comme plan de présentation, afin de mieux éclaircir et transmettre des connaissances sur la thématique qui a été présentée, tout d'abord, nous allons présenter, définir les objectifs, définir
ce à quoi renvoie une évaluation de la qualité des données et quels en sont les objectifs. Ensuite, nous allons à peu près nous allons montrer ce pourquoi et quand est-ce qu'il faut faire une évaluation des données. C'est qui est un élément crucial. Une évaluation des données ne se fait pas à n'importe quel moment, de tout type et de tout ordre. Il faut bien savoir quel est le moment adéquat pour pouvoir le faire. Alors, on ne saura parler de conduire une évaluation de la qualité des données sans toutefois rappeler quelles sont les dimensions d'une qualité de données. Ensuite, nous allons poursuivre avec la présentation des méthodes, des outils d'évaluation de la qualité des données, dont les méthodes phares, les outils phares qu'on utilise généralement pour le faire. Nous allons embrayer sur la diffusion et l'utilisation de ces résultats à la suite d'une évaluation des données. Et enfin, renchérir avec un document stratégique important qu'on appelle l'élaboration du plan d'amélioration de la qualité des données. Puisque bien, à la fin d'une évaluation de la qualité des données, il faut élaborer un plan qu'il faut suivre pour pouvoir s'assurer que toutes les actions correctives soient mises en place et suivies par l'ensemble du programme. Donc, les 6 premiers éléments nous permettent de baliser à peu près sur le plan conceptuel et théorique comment est-ce qu'on fait une évaluation de la qualité des données. Nous allons également maintenant prendre de manière pratique voir comment une évaluation de la qualité des données a été conduite aux côtés du Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de santé communautaire qui suivait les enfants exposés et vivant avec le VIH-Sida. Nous allons présenter de manière pratique quels sont les défis rencontrés, les défis majeurs que l'on rencontre dans le cadre de cette évaluation-là et quelles sont quelques bonnes pratiques à recommander pour mettre en œuvre une évaluation de la qualité des données ou en fait garantir que les données soient de bonne qualité. Alors, je vais tout d'abord, en guise d'introduction, définir ce à quoi renvoie l'évaluation de la qualité des données. Donc, de manière simple, l'évaluation de la qualité des données, c'est vraiment un exercice, c'est une approche, c'est une démarche qui permet d'évaluer le cycle de vie d'une donnée. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du cycle de vie d'une donnée, on parle généralement de la collecte, du traitement, de l'analyse, de la diffusion de ces données-là. Donc, ça permet de faire vraiment un tour sur ce cycle de vie des données. Donc, c'est un processus également qui permet d'apprécier dans quelle mesure les données que l'on produit sont fiables, sont disponibles à temps et opportunes. Également, ça nous permet d'évaluer si les données que l'on collecte respectent certaines exigences, certains protocoles. Si nous, par exemple, nous prenons par exemple certains programmes et projets, qui sont financés par certains partenaires techniques et financiers. Ils ont des manuels, ils ont des SOP qui mettent sur pied avec des normes claires qu'une donnée devra respecter pour qu'on l'appelle donnée de bonne qualité. Donc, l'évaluation de la qualité des données, ce n'est pas uniquement une démarche qui s'arrête sur le plan quantitatif, c'est-à-dire que mesurer sur le plan purement quantitatif. Une évaluation de la qualité des données s'appesantit également sur des aspects comme la qualité des ressources humaines, le système de stockage qui est mis en place, l'environnement même externe et externe au programme et projet. Donc, il y a plusieurs dimensions que l'on observe pour pouvoir apprécier la qualité des données. Les problèmes de confidentialité, d'éthique sont sont des aspects qu'il faut pouvoir prendre en compte pour pouvoir faire cette évaluation-là. Donc, c'est pas, ça ne s'arrête pas uniquement sur le volet quantitatif. Alors, quels sont effectivement les objectifs qu'on recherche lorsqu'on procède à une évaluation de la qualité des données? Donc, généralement, dans la mise en œuvre des programmes et projets, l'évaluation de la qualité des données nous permet généralement d'identifier parfois les erreurs, les incohérences ou bien les risques qu'on a dans le processus de la collecte de données. C'est-à-dire que à la suite, par exemple, d'un rapportage, on se rend compte que le taux d'erreur dans les données qui sont collectées et produites sont pour la plupart du temps très importantes. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter pour pouvoir évaluer la qualité des données. Donc, ça nous permet également comme objectif de renforcer la confiance qu'on a envers les partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, nous produisons des données fiables, des données cohérentes, des données promptes pour pouvoir faciliter la prise de décision. Ça nous permet également d'améliorer les capacités techniques et même organisationnelles des équipes. Donc, parfois, lorsqu'on fait une évaluation de la qualité des données, on se rend compte peut-être que les équipes, que la qualité de la donnée est mauvaise juste parce que les équipes sont juste mal formées, qu'il manque un certain nombre de procédures et de procédures
et des politiques sur le terrain. Donc, c'est également un objectif que l'on utilise, que l'on a pour pouvoir évaluer cette qualité des données. Et donc, il est important également de savoir pourquoi Là, nous avons un souci de connexion. Donc, en attendant que l'expert Yannick puisse nous revenir, comme je disais tantôt, vous pouvez nous partager vos questions, observations et commentaires dans le chat et plus tard, vous pourrez pouvoir prendre la parole pour vous exprimer. Yannick, OK. En attendant que Yannick puisse nous revenir, nous allons pouvoir échanger sur l'essentiel de ce thème, en fait. Donc, comme Yannick le disait, des données de mauvaise qualité conduisent à des décisions inappropriées et à une allocation inefficace des ressources, à des rapports peu crédibles et à une perte de confiance des partenaires techniques et financiers. Et donc, dans un tel contexte de mise en œuvre des programmes et de projets, garantir la fiabilité des données n'est pas seulement une exigence technique, mais un levier stratégique essentiel pour une planification pertinente, une redevabilité renforcée, une optimisation des financements basés sur les résultats et surtout une amélioration tangible de l'impact des interventions sur les populations bénéficiaires. Et donc, au cours de ce webinaire, vous pourrez par exemple apprendre quelles sont les dimensions essentielles de la qualité des données. Vous pourrez apprendre comment identifier et à quel moment le faire pour pouvoir avoir des données de bonne qualité dans votre travail d'évaluateur. Vous pourrez également, au cours de ce webinaire, apprendre comment les méthodes d'exploration avancées en matière d'évaluation de la qualité d'une donnée. Vous pourrez également utiliser efficacement les outils pratiques dans le processus d'évaluation de données. Vous apprendrez également comment concevoir et opérationnaliser un plan d'amélioration de la qualité des données. Et enfin, vous serez capable à la fin de cette session d'interpréter, communiquer et exploiter les résultats d'une évaluation de la qualité des données. OK, merci Astrid. Donc, désolé, problème technique avec Zoom, on s'en excuse. Donc, je vais continuer sur ce pourquoi est-ce que on évalue la qualité des données. Donc, j'étais de disant que c'était généralement pour éviter les problèmes les erreurs de planification, les mauvaises estimations de besoins, la duplication d'efforts, allocation de ressources. Donc, on évalue également la qualité des données pour pouvoir renforcer la transparence et la redevabilité envers nos bénéficiaires, les communautés et nos partenaires techniques et financiers. Donc, maintenant, je vais continuer sur quand est-ce qu'une évaluation de la qualité des données doit être conduite. Donc, l'évaluation de la qualité des données doit être faite dans un premier temps. Ça peut être fait au début d'un programme, au début de la mise en œuvre d'un programme, d'un projet. Lorsqu'on effectue généralement les évaluations initiales, on peut également faire cette évaluation-là pour déterminer quel est l'état du système existant. Pendant la mise en œuvre, on peut faire une évaluation de la qualité des données lorsqu'on fait généralement les revues, c'est-à-dire qu'on fait des rapports trimestriels ou semestriels pour se rassurer que les données qui sont transmises dans les rapports ne contiennent pas des erreurs ou bien mettre en place des actions correctives pour pouvoir stopper, mitiger ces erreurs-là dans le futur.
On le fait également lorsqu'on fait des rapports à mi-parcours, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire souvent les évaluations à mi-parcours, presque à la moitié de la mise en œuvre d'un projet ou programme est donné pour vérifier si les données qui ont été utilisées dans les rapports de performance, c'est-à-dire que les rapports qui ont été faits précédemment, sont de qualité. On peut également le faire parfois lorsque, par exemple, le bailleur de fonds annonce qu'il va faire un outil de la qualité des données. Généralement, les équipes en interne dans les programmes et projets font cette évaluation d'abord pour avoir à peu près le niveau, c'est-à-dire que pour avoir à peu près le taux d'erreur que nous avons dans nos données. Donc, nous l'avons également fait lorsqu'on met un nouvel outil en place, c'est-à-dire qu'on met un nouvel outil de collecte de données en place et qu'il faut former les différents acteurs. Donc, généralement, le temps qu'ils maîtrisent ces outils, on peut assister, on peut assister à beaucoup d'erreurs qui se sont glissées dans, on peut les, qui sont glissées dans les données. Et donc, à chaque fois qu'on met une nouvelle outil en place, ou bien une nouvelle méthodologie de collecte de données, il faut faire, à partir d'un certain moment donné, une évaluation de la qualité de données pour se rassurer que soit les acteurs ont bien compris cet outil ou bien cette nouvelle méthodologie, soit voir les actions correctrices qu'on peut mettre en place. On le fait également lorsque, par exemple, si nous travaillons avec plusieurs partenaires et que du jour au lendemain, un partenaire, par exemple, a été blacklisté ou un partenaire a décidé de ne plus continuer la mise en œuvre du projet sur le terrain. Donc, on recrute un nouveau partenaire et il faut généralement à peu près, lorsque le nouveau partenaire arrive, faire cette évaluation-là. Également, lorsque, par exemple, étant au bureau, on fait des analyses statistiques, c'est-à-dire que pour pouvoir détecter les valeurs aberrantes. Donc, à partir de ces analyses-là, ça nous permet de voir s'il faut faire une évaluation de données ou pas, de la qualité des données ou pas. Donc, je vais continuer avec quelques dimensions phares. Il en existe plusieurs. Ça dépend aussi de plusieurs types, de plusieurs organisations, de plusieurs théories. Mais ici, ce que nous avons fait, nous avons rassemblé les majeurs que nous trouvons généralement dans la littérature en termes de qualité de données. Et la littérature également parfois varie, la littérature française, la littérature anglophone et ainsi de suite. Donc, nous avons un peu essayé de baliser quelles sont les grandes dimensions de la qualité des données que nous avons. Donc, généralement, pour dire qu'une qualité est de bonne qualité, pour dire qu'une donnée est de bonne qualité, il faudrait qu'elle respecte un certain nombre de critères. Certaines organisations vous diront qu'il y a peut-être 7 critères pour la dimension, pour qu'une donnée soit de bonne qualité. D'autres vont diront qu'il y en a, par exemple, 8, d'autres seront peut-être à 3, d'autres seront. Donc, tout compte fait, cette dimension se, se chevauche souvent de temps en temps et on essaie un peu de lister. Donc, nous prenons la première dimension qui est les aptitudes, c'est-à-dire que la précision dans les données, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on parle des aptitudes ou bien de la précision des données, il faut que les données reflètent effectivement ce que nous avons observé sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur le terrain, il faudrait que lorsque les rapports qui arrivent, pour que je me rende compte qu'ils sont exacts, que le nombre de bénéficiaires que nous avons touchés sont exactement ceux que nous avons déclarés, par exemple, dans les rapports de performance. Donc, il ne faudrait pas que lorsque nous sommes sur le terrain, les données que nous avons, par exemple, dans les rapports sont différents de ceux qui ont été effectivement, effectivement touchés sur le terrain. Donc, ça, c'est une dimension qu'il faut regarder à la pointe, de peur de ce rapport, de se rassurer que les données ne soient pas tronquées. Le deuxième critère porte sur les exclusivités, c'est-à-dire que la colonne petite. Est-ce que nous avons toutes les données qu'il nous faut? Est-ce que tous les champs obligatoires qui devaient être remplis dans les différents questionnaires, les différents registres sur le terrain ont été faits? Donc, généralement, pour ce critère, certaines organisations pourront se fixer des marges pour voir quand est-ce qu'on accepte que la compétition est bonne. Est-ce que nous sommes à 90%? D'autres organisations vous diraient que bon, vous diront que lorsque nous sommes par exemple à 95%, il y a par exemple certains programmes et projets qui font dans les essais cliniques. Ils vont diront que 80%, ils ne peuvent pas travailler avec. Il faut que les données soient par exemple complètes à 99%. Donc, ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte pour se rassurer que les données soient de bonne qualité. Nous avons également la ponctualité, c'est-à-dire que le volet temporalité, que est-ce que les données que nous rapportons sont disponibles dans le temps?
Par exemple, nous devons rapporter aux partenaires techniques et financiers sur le trimestre. Et arrivé sur le trimestre, on élabore bien évidemment, un calendrier de collecte de données. Et on se rassure que, au moment de rapporter, on se rend compte que les données ne sont pas arrivées à temps. C'est-à-dire que les données, par exemple, qui ont été collectées, si je prends la période de janvier à mars, les données qui ont été collectées en janvier ne sont pas arrivées à temps. Donc, il faut se rassurer qu'on a les données à temps pour nous permettre de faire les analyses. Il y a cette dimension qu'on appelle la cohérence, c'est-à-dire que les données sont une certaine cohérence, une certaine consistance. C'est-à-dire que lorsque je prends plusieurs sources, est-ce que les données, par exemple, que je prends dans mon application, c'est-à-dire que dans l'application de collecte de données, sont exactement celles qui sont identiques à ce que j'ai dans les rapports, sont également identiques à ce que, par exemple, un autre partenaire externe déclare. Donc, il faut que nos données soient consistantes et cohérentes. Il faudrait également que les données soient fiables et intègres. Ça, c'est une dimension vraiment capitale. C'est-à-dire que lorsque je collecte la donnée, comment est-ce que je me rassure que la donnée, lorsqu'elle est collectée, elle n'est pas modifiée? Donc, ça, c'est les procédures pour se rassurer que les données ne subissent pas de modification d'un acteur à un autre. Le prochain point porte sur la traçabilité de la donnée, c'est-à-dire qu'à tout moment, il faut se rassurer que on puisse retracer l'origine de la donnée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si on veut faire même des corrections et autres, qu'on puisse indiquer la date, la source, le responsable, la personne responsable qui a collecté les données et autres. Donc, ça nous permet d'avoir, par exemple, les métadonnées donc, à chaque donnée, il nous faut les métadonnées disponibles, dont les dates de collecte, les sources et autres, pour nous rassurer que la donnée qui a été transmise est, est traçable. Donc, généralement, comme ça que vous voyez généralement sur les applications mobiles, certains collectent des éléments comme la position GPS de l'agent enquêteur, on demande un certain nombre d'informations. Ça nous permet vraiment d'avoir cette traçabilité-là. Il y a également cette dimension qui porte sur la pertinence. Donc, est-ce que les données qu'on collecte sont vraiment exploitables? Est-ce que c'est utile? Il arrive souvent que, on collecte des données, le formulaire est tellement long et qu'à la fin, on se retrouve à ne pas exploiter ces données-là. Donc, lorsque on a une donnée, il faut qu'elle soit exploitable, il faut qu'elle soit pertinente, il faut on doit pouvoir l'exploiter au besoin de décision. Il y a également la dimension de clarté, c'est-à-dire qu'il faut qu'une donnée soit facilement compréhensible, facilement interprétée et à présenter. Donc, si on a une donnée qu'on n'arrive pas à comprendre et à interpréter, il est possible que le choix ou bien la décision que l'on prenne ne soit pas la bonne. Il faut également cette dimension d'accessibilité, c'est-à-dire que est-ce que la donnée, parce qu'il ne faut pas qu'on produise une donnée et qu'elle ne soit pas accessible. Donc, à tout moment, il faudrait que lorsqu'on produit des données, qu'elles soient consultables par les acteurs. Ok, là on a encore perdu Yannick. Donc, pour rappeler un peu ce que nous avons déjà vu durant ce webinaire, nous avons eu déjà à évoquer la définition et les objectifs de l'évaluation de la qualité des données. Nous avons également déjà pu parcourir pourquoi est-ce qu'il faut évaluer la qualité des données. Et à ce stade, nous avons vu que cela est nécessaire, par exemple, pour pouvoir renforcer la transparence vis-à-vis des partenaires. Et nous avons également pu voir quand évaluer la qualité des données. Et notre formateur nous a fait savoir que nous pouvons réaliser une évaluation de la qualité des données au début de l'intervention ou alors au début de l'intervention, au cours de l'intervention, à la fin de l'intervention, au moment où peut-être pendant l'intervention, un nouvel outil technique a été adopté par le projet et qu'il faut pouvoir le mettre en œuvre. À ce moment également, on peut procéder à une évaluation de la qualité des données. Euh, également, j'ai pu apprendre que dans ce processus d'évaluation de la qualité des données, on peut également le réaliser lorsqu'on a l'adhésion
d'un nouveau partenaire dans le processus afin de pouvoir toujours mettre en avant cette dimension de transparence et de redevabilité là. Ainsi, comme comme on vous l'a fait comprendre, nous attendons vos questions et observations. Yannick est de retour. Yannick, il faut ouvrir ton micro. Je ne sais pas pourquoi mon niveau Zoom se relance après une certaine périodicité. Donc, OK, merci. Donc, ici, je vais présenter quelques méthodes d'étude d'évaluation de la qualité des données. Il y en a une pléthore, hein, tout comme avec celle de la dimension de la qualité des données. Il y en a une pléthore. Mais ici, nous présenterons les majeurs qui sont généralement utilisés dans la mise en œuvre des programmes et projets. Donc, la première porte, celle qui est beaucoup utilisée pour l'évaluation de la qualité des données, c'est la vérification documentaire, ce en anglais on appelle Dex Review, qui est une analyse des documents, c'est-à-dire qu'on fait une analyse documentaire des formulaires, des bases de données, des rapports, des SOP, directives, dont l'objectif vraiment c'est d'identifier les écarts entre les données qui ont été produites et les données qui ont été attendues. Généralement, pour la plupart du temps, ces vérifications documentaires se déroulent au bureau et on utilise généralement pour la plupart du temps Excel, Word et autres. Donc, c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus utilisée dans la mise en œuvre des programmes et projets. On a également les méthodes d'analyse statistique des données qui consistent vraiment à faire une détection des erreurs et des anomalies, des incohérences qu'on a dans les données. Ça, c'est également une méthode qui est beaucoup utilisée. Et on utilise aussi quelques outils tels que Excel, Power BI, DHIS2R. Il y en a une pléthore qui nous permettent de faire cette évaluation-là. On a également la méthode d'audit de la qualité des données. Ça, c'est beaucoup plus avec des bailleurs de fonds américains, qui est une approche, l'approche RDQ, Data Quality Assessment et routine, routine Data Quality Assessment et Data Quality Assessment. Donc, c'est généralement une approche qui regorge des standards internationaux, une approche vraiment qui regarde les standards internationaux, qui dit comment est-ce que une évaluation de la qualité de la qualité des données doit être faite, comment est-ce qu'on procède, qui sont les acteurs qu'on implique, quelles sont les méthodes de calcul, par exemple, de la variance pour pouvoir apprécier le taux et interpréter ce taux-là. Donc, ensuite, nous avons la méthode de traçabilité et de vérification croisée, ce qu'en anglais on appelle data tracing, ou bien la méthode de triangulation des données en français. C'est-à-dire que c'est une méthode qui nous permet, à partir de plusieurs sources, de faire des comparaisons. Est-ce que l'information, pour la même donnée, est-ce que la donnée que j'ai dans le registre, c'est la même information que j'ai par exemple, dans les formulaires, c'est la même information que j'ai dans la base de données, c'est la même information que j'ai dans le rapport. Donc, cette méthode-là vraiment nous permet de faire, comme on dit, un triangle sur les différentes sources que nous pouvons avoir pour pouvoir vérifier que les données sont vraiment de bonne qualité. Nous avons également ce qu'on appelle l'observation directe, c'est-à-dire que on va sur le terrain, on fait des observations pratiques de collecte de données, des saisies de transmission de données. Donc, ça nous permet vraiment une approche très réaliste et contextualisée qui nous permet de faire une évaluation de la qualité des données. Nous avons également les entretiens, les focus groups, c'est-à-dire qu'on discute par exemple avec ceux qui sont en charge de la qualité des données sur le terrain, par exemple en discussion, en échangeant avec un data entry clerk ou bien un agent de saisie de données, on peut rapidement se rendre compte qu'il y a peut-être des problèmes de compréhension sur la manière dont le système fonctionne et donc de temps en temps, il introduit des erreurs lors des saisies ou bien lors du contrôle et vérification des fiches. Donc, il y a également ces petits entretiens, des focus group qu'on fait avec ces agents qui nous permettent de voir si, nous permettent de faire vraiment une évaluation du processus. On a également les problèmes de double saisie, la méthode de double saisie. Donc, généralement, pour faire cette évaluation, on fait des saisies parallèles, c'est-à-dire qu'on saisit la même information
deux fois, parfois même par plusieurs agents. Et ça nous permet également de faire des comparaisons, détecter par exemple des saisies, des incohérences. Donc, généralement, même ce problème de double saisie, elle est beaucoup utilisée lorsqu'on fait même les recrutements des agents de saisie dans les programmes et les projets. Elle est vraiment beaucoup utilisée. Nous avons les tests de cohérence statistique. Donc, des tests de cohérence statistique qui, généralement, on peut utiliser les box plots pour voir s'il y a des problèmes au niveau des qualités des données. Nous avons également la méthode de la supervision et du coaching, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des missions pour pouvoir accompagner ceux qui sont en charge de la collecte, du traitement, de l'analyse de ces données-là. Donc, de manière vraiment sommaire, voilà, de manière sommaire, ramasser quelques méthodes phares qu'on utilise. Notamment, les noms peuvent changer d'un organisme à une autre, d'une littérature toujours à une autre. Mais vraiment, c'est le fond qui importe le plus. Donc, une fois que nous avons défini l'évaluation de la qualité des données, dit ses objectifs, dit pourquoi et quand est-ce qu'il faut faire cette évaluation, donner quelles sont les méthodes et les outils que l'on utilise généralement pour pouvoir le faire. À présent, nous allons embrayer sur la diffusion et l'utilisation de ces résultats. Jusqu'à la fin, il faut diffuser ça le plus important et utiliser les résultats de cette évaluation dans la qualité des données. Donc, comme objectif de la diffusion des résultats d'une évaluation de la qualité des données, ça nous permet d'abord d'informer les parties prenantes sur l'état réel de la qualité des données. C'est-à-dire que lorsqu'on mène cette évaluation, à la fin, on peut dire nos données sont à X% de bonne qualité, X% de très mauvaise qualité, X% moyennement de bonne qualité. Ça nous permet également de prendre des bonnes prises de décision, favoriser une bonne prise de décision, notamment orientée s'il faut bien former les acteurs sur le terrain, s'il faut par exemple assouplir le niveau de langage dans les outils, s'il faut par exemple réduire ou augmenter le niveau d'outils sur le terrain, s'il faut par exemple supprimer tout certains postes, s'il faut. Donc, ça nous permet également de stimuler l'engagement des acteurs concernés dans la formation continue. Notamment, on permet de stimuler tous les acteurs qui sont liés au processus d'évaluation de la qualité des données, notamment pour les permettre de s'améliorer de jour en jour et autres. Ça nous permet également, ce processus, lorsqu'il est mis en place dans les programmes et projets, ça permet de renforcer la transparence, la redevabilité, la culture de la qualité dans les programmes et projets. Donc, généralement, il arrive qu'on transmet même des rapports au bailleur de fonds et qu'après, le projet en lui-même dit au bailleur de fonds, nous avons transmis des données de mauvaise qualité suite à une évaluation que nous avons faite. Et donc, donnez-nous, par exemple, 1, 2, 3 mois pour pouvoir procéder aux différents changements. Donc, cette étape importante, elle est capitale. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les canaux que l'on utilise pour pouvoir faire cette diffusion de la qualité des données? Donc, généralement, lorsqu'on effectue cette évaluation-là, on rédige notamment des rapports que l'on partage à l'ensemble des parties prenantes impliquées. Et les rapports peuvent être également ciblés, c'est-à-dire que le même rapport que j'envoie aux bénéficiaires sur le terrain n'est pas le même rapport que je laisse aux partenaires d'implémentation, n'est pas le même rapport, par exemple. Donc, il est ciblé en fonction des personnes que l'on vise. Il y a également les tableaux de bord, c'est-à-dire qu'on peut mettre des contrôles automatiques à travers des travaux de bord qui nous permettent de diffuser déjà quel est l'état de nos données. Nous avons également les notes de synthèse des réunions de restitution, c'est-à-dire qu'à la fin d'une évaluation de la qualité des données, il y a un projet des notes de synthèse, il y a des réunions que l'on organise avec l'ensemble des acteurs. On partage également ces notes de synthèse à tous les acteurs impliqués. À la suite d'une évaluation de la qualité des données, on apprend également beaucoup. Donc, généralement, il y a des ateliers d'apprentissage où l'on présente les résultats que l'on a obtenus, on présente des recommandations, enfin, et comment est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a appris de ce processus-là. On a également les bulletins ou les newsletters qu'on peut partager soit au sein du programme et projet, on peut partager également avec le bailleur de fonds, on peut partager le gouvernement et autres. Donc, il y a également ces newsletters-là que nous utilisons. Une fois que nous ayons dit cela, il est important à la fin d'une évaluation de la qualité des données pour pouvoir bien suivre ce processus
et se rendre compte que, elle était bien prise et que nous avons capitalisé de ces résultats. Il y a un document stratégique que l'on élabore généralement, qui est le plan d'amélioration de la qualité des données. D'autres diront un plan d'action, si vous voulez, un plan d'action qu'il faut élaborer pour pouvoir vraiment suivre ce qu'on a obtenu comme résultat, quels sont les problèmes qu'on a identifiés et pour les corriger. Donc, généralement, nous avons cinq grandes étapes majeures qui ont été résumées en cinq grandes étapes majeures. Donc, la première étape, c'est de vraiment identifier les problèmes et les gaps que l'on retrouve lorsqu'on fait une évaluation de la qualité des données. Donc, on regroupe les faiblesses que l'on observe, on priorise selon les impacts. La deuxième étape consiste à définir les actions correctives, c'est-à-dire que pour chaque problème identifié, quelles sont les actions correctives que l'on met en place? C'est-à-dire que pour chaque problème qu'on a identifié, il faut définir, par exemple, les indicateurs qui vont nous permettre de suivre, les indicateurs qui vont nous permettre de suivre, qui vont nous permettre de suivre la tendance du problème identifié, l'objectif entendu et qui en est le responsable. Une fois que l'on a établi cela, on met effectivement le plan en œuvre, c'est-à-dire qu'on priorise les actions, on prévoit un accompagnement continu dans ce sens. Et ensuite, lorsque le plan est mis en œuvre, à un certain moment donné, on fait le suivi. En fait, durant, on fait le suivi. Et enfin, on fait une évaluation du plan, puisque le plan ne reste pas éternel. Il faut bien à un certain moment donné faire une évaluation avec des délais que l'on s'est fixés pour pour pouvoir savoir si le plan est bon ou pas. Et enfin, il faut toujours, à la fin d'une évaluation de la qualité des données, communiquer le plan avec toutes les parties prenantes afin que tout le monde l'adopte, que tout le monde sente que c'est le travail qui est à faire. Donc, il faut toujours produire vraiment un résumé clair pour les équipes du terrain. Comment est-ce qu'ils doivent exécuter le plan? Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun sur le terrain? Donc, c'est un document vraiment stratégique qui permet vraiment de suivre l'état d'avancement de la qualité des données. Donc, c'est un document dynamique. Et généralement, lorsque vous arrivez dans les programmes et projets, vous le trouvez parfois affiché, qui est comme une boussole, vraiment pour se rassurer que le travail que nous faisons suit son cours. Donc, une fois présenté, c'est vraiment, une fois avoir balisé de manière théorique tous les grands points sur comment est-ce qu'on conduit, pourquoi, quand est-ce qu'on fait une évaluation de la qualité des données. Nous allons prendre un cas pratique pour expliquer ça concrètement. Comment est-ce qu'on a fait dans un cas pratique de projet de santé communautaire au Cameroun? Alors, le projet de santé communautaire au Cameroun, c'est un projet dont l'un des objectifs visait à réduire la mortalité et la morbidité des enfants et orphelins vulnérables au Cameroun qui vivent avec le VIH. Donc, c'est un projet qui couvrait à peu près 70 districts de santé au Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun, bien sûr. Donc, le projet avait pour partenaire d'implémentation les partenaires cliniques, c'est-à-dire que le projet était financé par PEPFAR. Il y avait un projet volet communautaire et il y a le projet maintenant volet clinique, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Ce qui fait que pour un certain nombre d'indicateurs, le projet devait avoir à peu près les mêmes données que ceux du projet clinique. Donc, à la suite du rapportage des données lors d'un trimestre, le rapport devait être soumis au bailleur de fonds. Lors d'une réunion de revue de données, les équipes du projet se sont rendues compte que les indicateurs majeurs de suivi des enfants vivant avec le VIH, qui consiste à réduire le taux de suppression de la charge virale, qui était rapporté par le projet, dans certaines régions, était soit très élevé, soit très bas, comparativement aux données que les partenaires cliniques rapportaient. Donc, à travers ce projet-là, on ne pouvait pas se rendre compte que comment est-ce que les mêmes enfants qui sont suivis par le projet communautaire et les mêmes enfants qui sont suivis par le projet clinique, le taux de charge virale normalement qui devrait être le même sont différents. Donc ça, c'est à l'issue d'une réunion de revue de données. Le constat a été fait. Il y a des régions où, pour le projet communautaire, en fait, pour la plupart des régions, le projet communautaire rapportait des données excédentaires, c'est-à-dire qu'il y avait un surrapportage des données. Donc, lorsque ce constat donc a été fait, le bailleur de fonds
a donc exigé une évaluation de la qualité des données. Donc, il y a un exercice d'évaluation de la qualité des données qui a été mené. Déjà, bon, en interne dans le programme et projet, pour se rassurer que est-ce que les données effectivement qui reviennent du terrain sont de bonne qualité. Pour donc le faire, l'équipe projet a utilisé l'approche de la triangulation des données. La triangulation des données dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet consiste en quoi? Donc, comme on dit un triangle, une triangulation des données, c'était de prendre les données qui étaient rapportées dans l'application de collecte mobile et de comparer ces indicateurs-là avec des données qui sont présentes dans les formations sanitaires. Donc, ça, c'était pour se rassurer que est-ce que les données qu'on a dans l'application mobile reflètent effectivement ce qu'on a au sein de la formation sanitaire. Donc, ça, c'était la première approche. La deuxième approche consistait à vérifier si est-ce que les données que nous avons dans l'application de collecte du projet sont identiques avec ceux, puisque le projet travaille avec les partenaires d'implémentation, on peut dire un peu comme des sous-traitants. Ce sont eux qui allaient dans les communautés pour pouvoir offrir des services à cette cible, aux enfants vivant avec le VIH. Donc, la deuxième approche consistait à voir est-ce que les données qui étaient dans le système étaient les mêmes, sont les mêmes que ceux que nous avons au niveau des partenaires d'implémentation. C'est-à-dire que le projet utilisait une approche version papier. Donc, il fallait faire cette comparaison-là. Et la troisième approche était de vérifier si les données qui sont dans la formation sanitaire sont effectivement ceux qui étaient au sein des partenaires d'implémentation. Donc, on utilisait vraiment ces trois sources-là pour se rassurer que l'information est identique au même niveau. Donc, si je prends la première approche qui consiste à vérifier est-ce que les données, l'ICMS, ça veut dire Electronic Case Management System. Donc, c'est généralement une application phare qu'on utilise en Afrique pour pouvoir suivre les services qui sont offerts aux orphelins et enfants vulnérables selon une approche qu'on appelle l'approche du case management. Donc, avec la première approche, ce qu'on faisait, c'était déjà de lister les indicateurs, par exemple, comme le taux de charge, le dernier résultat de charge virale, la date d'initiation au traitement et ainsi de suite. Donc, on extrayait ces indicateurs-là de l'application. Une fois qu'on a extrait ces indicateurs de l'application, on avait des discussions avec l'équipe de la formation sanitaire, déjà pour pouvoir demander l'autorisation d'avoir accès au dossier des patients au sein de la formation sanitaire. Donc, une fois qu'on avait ces autorisations-là au sein de ces formations sanitaires, on procédait donc aux vérifications proprement dites, c'est-à-dire que est-ce beaucoup plus Je, Excel, on utilisait beaucoup plus Excel pour pouvoir faire ces vérifications, parce qu'également, les hôpitaux également avec leur système d'information. Donc, on utilisait Excel qui était l'outil commun pour pouvoir faire ces vérifications. Donc, à la suite de ces vérifications, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences, que les informations que nous avons dans le système, dans l'application du projet, étaient pour la plupart du temps différentes de ce que nous avons dans les hôpitaux. Donc, à la fin de cet exercice, au sein des formations sanitaires avec les équipes des hôpitaux, les partenaires cliniques, on identifiait quelles sont les incohérences que nous avons, quels sont les obstacles également qu'on avait eus. Et ensemble, à la fin de ce processus d'évaluation de la qualité des données avec les partenaires cliniques, on dressait des mesures correctives. Donc, ça, c'est une approche, application, formation sanitaire, les données de la formation sanitaire. La deuxième approche consistait à faire la comparaison des données de l'application de l'ICMS avec les données, c'est-à-dire nos propres formulaires du projet chez les partenaires d'implémentation, ceux qui travaillent directement dans la communauté. On faisait également pour les mêmes indicateurs, les mêmes variables, on faisait également une comparaison entre les données de l'application et les données qui étaient dans les caisses, c'est-à-dire dans l'archivage, où on avait les formulaires, les registres, on fait également la même vérification. Donc, à peu près la même vérification qu'on faisait dans les hôpitaux, on le faisait également avec
les organisations en charge de cette collecte-là. Et à la fin également, on faisait toujours un plan d'action, un mini plan d'action. La troisième approche consistait à, lorsqu'on avait déjà fait un ramassis, application hôpital, application formation sanitaire, ça nous permettait d'avoir une bonne information, ça nous permettait d'avoir une bonne information et donc demander aux agents sur le terrain maintenant de procéder aux mises à jour directement dans l'application de collecte de données. Donc, à la suite de ce travail qui a été fait avec ces trois approches, et comme résultat que nous avons pris, donc nous avons tiré, le projet suivait à peu près 18 000 enfants vivant avec le VIH. Donc on avait tiré un échantillon de 10 388 pour pouvoir faire cet exercice-là. Donc, après avoir fait l'exercice, on s'est effectivement rendu compte que les données qui étaient rapportées étaient de très mauvaise qualité. On avait constaté que parmi les 10 388 enfants que nos partenaires d'implémentation avaient rapportés et qu'on avait rapporté au bailleur de fonds comme des enfants que nous suivons, on s'est rendu compte qu'effectivement, juste 9 000 parmi les 10 388, juste 9 028 enfants étaient effectivement actifs dans le projet. C'est-à-dire que on suivait exactement 9 028 enfants. On se rendait compte qu'il y a des enfants qui étaient déclarés comme enfants, mais en réalité, ils étaient adultes, environ 624 personnes. On se rendait compte qu'il y a des personnes qu'on disait qu'on suivait qui étaient vivants, mais en réalité, qui étaient à décider, on en avait presque 42. On en avait, par exemple, des personnes qu'on déclarait séropositives, qui en réalité étaient des personnes séronégatives lorsqu'on faisait ces informations. On avait aussi des cas où on arrivait, l'enfant est suivi à l'hôpital, il y avait presque une trentaine de cas dont on ne retrouvait même pas le dossier à l'hôpital. Mais les hôpitaux nous faisaient comprendre que ces enfants étaient effectivement suivis. Et l'un des faits marquants qu'on a également découvert, c'est les doublons. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 309 doublons, c'est-à-dire que les enfants qui étaient comptés deux fois dans les 10 338. Donc, cette évaluation de la qualité des données nous a permis vraiment, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, de voir plus clair sur quel est le niveau, l'état des données qui étaient rapportées par le projet. Donc, c'était un exercice qui a été fait sur près de 3 mois sur l'ensemble du territoire national camerounais. Donc, à l'issue donc de cette approche de triangulation de données, des résultats que nous avons obtenus lors de cette évaluation de la qualité des données, nous avons donc dressé, j'ai juste tiré quelques points saillants qui avaient été constatés en discussion avec des partenaires cliniques, avec les hôpitaux, avec les partenaires d'implémentation. Donc, l'un des premiers problèmes que nous avons identifiés euh, lors de cette phase de triangulation des données, c'est la présence des doublons. Comme je l'ai si tantôt bien dit, on avait à peu près 609 doublons. Donc, le problème de doublons était dû au fait que dans certains hôpitaux, le projet avait attribué plusieurs partenaires d'implémentation à un seul hôpital. Du coup, il n'y avait pas un mécanisme pour dire que si moi, premier partenaire d'implémentation, j'enrôle un enfant, toi, le second, tu ne devrais pas enrôler. Donc ça, c'est un problème qu'on avait identifié. Un enfant pouvait être identifié à peu près, pour être enrôlé par plus d'une organisation, ce qui nous crée des doublons. Donc, ce qu'on avait proposé comme action corrective pour ce problème de doublons, et on avait également ce problème-là avec les districts de santé où dans un district de santé particulier, on a plusieurs partenaires d'implémentation qui travaillent dans le même district de santé. Donc, pour corriger dans ce problème, suite à l'évaluation, pour résoudre ce problème, on avait demandé, en tant que chargé de suivi-évaluation, on avait demandé au responsable du programme du projet de mener un travail pour assigner un seul partenaire d'implémentation, un hôpital à un seul partenaire d'implémentation, également un district de santé à ses partenaires d'implémentation sur une période maximum de 1 mois. Et donc, comme indicateur qui devait nous permettre de suivre si si l'action proposée était bonne, c'était de voir par exemple le taux de doublon de la donnée sur une certaine période de données. Le deuxième problème que nous avons identifié lors de cette évaluation de la qualité des données, c'était un suivi insuffisant
des nouveaux enrôlés. C'est-à-dire que lorsque on est dans l'hôpital et qu'on nous signale un nouveau patient infecté, on se rendait compte que les informations qui étaient collectées par les agents communautaires étaient très mauvaises. Donc, la recommandation, l'action corrective qu'on a proposée, c'était par exemple d'intégrer les points focaux linkage. C'est-à-dire que lorsqu'on a un nouveau cas, on a un seul point focal au niveau de l'hôpital qui nous permet de suivre effectivement les nouveaux cas. Le troisième problème qu'on a identifié portait sur la documentation qui était vraiment insuffisante des informations, les paramètres cliniques, peut-être comme la date d'initiation au traitement, le protocole au traitement. Donc, on s'est rendu compte que la documentation était vraiment très limitée, très faible. Et aussi que parfois, les informations c'est-à-dire au sein même de l'hôpital, les informations entre deux sources étaient parfois différentes. Donc, pour résoudre le problème de rapportage qu'on a avec le partenaire clinique, c'était de mettre sur pied au sein de ces hôpitaux-là des registres bidirectionnels où l'hôpital, les agents de l'hôpital devront renseigner les informations et nous, en tant que projet communautaire, on devait juste venir prendre ces informations. Donc, ces registres bidirectionnels permettaient de garder la traçabilité, la transparence sur le nombre d'enfants vivant le VIH effectivement enrôlés dans ces formations sanitaires. Et l'un des derniers problèmes qu'on avait identifié, c'était la faible capacité des équipes vraiment sur le terrain à pouvoir identifier même déjà à partir du bureau, à détecter les anomalies, les erreurs dans les données. Donc, ce qu'on avait pris comme action corrective, c'était vraiment de former le personnel en charge du suivi et évaluation à la détection vraiment de ces anomalies, quelles sont les petites techniques qu'on utilise, quels sont les filtres, les outils, l'Excel qu'on utilise pour pouvoir détecter ces anomalies. Non pas d'attendre au moment du rapportage pour faire cette évaluation de quantité de données, mais à eux de détecter ça à temps pour leur permettre d'anticiper sur ce type de problème et suivre cela au quotidien. Également, on s'est rendu compte que les problèmes qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de réunion de validation des données avec les partenaires cliniques. Donc, une action collective également était d'insérer ce type de réunion en place qui devait nous permettre de résorber autant que possible les erreurs que l'on détectait sur le terrain. Donc, voilà de manière sommaire vraiment présenter un cas pratique. Qu'est-ce qui nous a conduit à faire une évaluation de la qualité des données à un moment T de la mise en œuvre d'un projet? Quelle est la méthode que nous avons mobilisée pour pouvoir faire cette évaluation de la qualité des données? Et ensuite, quel est le plan avec quelques problèmes identifiés majeurs que nous avons pu détecter? Comment est-ce que nous avons pu adresser ce problème d'évaluation de la qualité des données? Ensuite, par la suite, je vais présenter également quels sont les défis généralement d'évaluation de la qualité des données qu'on avait observés dans la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, en termes de défis rencontrés, il était vraiment de quatre types d'ordres, c'est-à-dire qu'on avait des défis rencontrés sur le plan institutionnel, des défis rencontrés sur le plan organisationnel, des défis rencontrés sur le plan technique et même sur le plan du terrain. Donc, sur le plan institutionnel, on avait constaté qu'il y avait une absence, une faiblesse des directives nationales de gestion des données parce que ça portait effectivement sur les orphelins et enfants vulnérables. Il y avait très peu de directives et même le plan national de suivi et évaluation de lutte contre le VIH au Cameroun n'intégrait pas encore vraiment cet aspect communautaire là dans son manuel de suivi et évaluation. Là, il y avait vraiment une faiblesse à ce niveau. Également, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait une multiplicité d'outils, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'outils dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et il n'y avait pas vraiment une harmonisation. C'est vrai que ça portait sur les orphelins, enfants vulnérables, avec une approche particulière, mais il y avait trop d'outils, ce qui faisait que les agents se sentaient, ou bien les agents communautaires, les agents de collecte, les agents qui suivaient ces patients-là, remontaient l'information que le nombre d'outils à remplir était vraiment pléthorique. Et également, on avait constaté sur le plan institutionnel, vraiment sur le plan de l'organisation, qu'il y avait Chers auditeurs, nous attendons vos questions, observations, commentaires dans le chat peu parce les que analyses qu'ils il sera sa partageaient fin. et ainsi de suite. Donc, et ensuite, nous avons les problèmes organisationnels, c'est-à-dire qu'on avait
dans l'équipe, l'équipe de surveillance, des personnels qui démissionnaient presque tout le temps, ce qui fallait que l'équipe n'était pas très instable. On avait des capacités limitées en surveillance pour certains personnels. Donc, du coup, on avait inscrit la plupart du personnel aux certifications de 1010 Pro, pour qu'ils aient des bases, des connaissances pour pouvoir suivre les performances du projet. On avait également la charge de travail qui était élevée, bien qu'on demandait un peu plus de personnel. Donc, sur le plan technique, on avait vraiment beaucoup d'incohérences entre les registres et les bases de données. On avait également une mauvaise compréhension par un bon nombre d'acteurs des indicateurs que le projet suivait. On avait également un peu d'absence de certains SOP, c'est-à-dire que les outils standardisés qui nous permettaient de mettre vraiment ces procédures en place. On avait des problèmes avec l'application vraiment pour les zones un peu éloignées, des problèmes de connectivité souvent, ce qui faisait on recevait des données un peu tardivement. On avait également, en ce qui concerne les problèmes de terrain, les problèmes d'accessibilité qui étaient difficiles dans certaines zones d'intervention, notamment les zones en crise. On ne pouvait pas avoir accès à ces zones. Il devenait difficile parfois de faire une évaluation en qualité des données. On le faisait bien que tant en étant en distance avec les agents, mais ce n'était pas toujours évident. Il y avait aussi un faible niveau d'alphabétisation des agents de collecte. Donc, généralement, les partenaires d'implémentation, il n'y avait pas vraiment un cadre où on disait telle personne qui doit collecter les données sur le terrain avec tel niveau. Donc, ce qui faisait qu'on avait cette difficulté-là. Après les évaluations même externes qui étaient produites parfois par le bailleur de fonds, en lui-même, on n'avait pas de retour. On n'avait pas de retour. Et parfois, manque de moyens logistiques pour pouvoir faire cette évaluation par observation directe sur le terrain dans certaines zones. Donc, voilà de manière sommaire, quelques grands défis qu'on avait rencontrés dans la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, à guise de recommandations pratiques que l'on peut suggérer, euh, on l'a regroupé en termes de groupes. Donc, notamment, la première bonne pratique porte sur la structuration et la standardisation lorsqu'on veut améliorer la qualité de ces données. Donc, généralement, il faut développer et diffuser des SOP clairs pour la collecte, le rapportage et ainsi de suite. Il faut généralement, il faut harmoniser les outils de collecte papier et électronique. Parfois, ce qu'on a de manière électronique diffère de ce qu'on a sur la version papier, ce qui fait qu'on avait souvent ces problèmes-là. Il faut également insérer des modules de validation automatique, c'est-à-dire que dans l'application de collecte de données, il faut mettre des sauts de cohérence. Ça permet également de réduire un certain type d'incohérence et d'erreurs. Maintenant, en termes de renforcement des capacités, il faut organiser les renforcements des capacités de manière régulière et ciblée, notamment sur les définitions des indicateurs, les gestions des bases de données, les outils, les ressources. Il faut encourager parfois le coaching sur site. Il faut mettre en place des tests de cohérence des tests de compétences après chaque formation. En termes de mécanismes de contrôle qualité, il faut instaurer des revues mensuelles des données, des data review meetings qu'il faut faire tout le temps, de présentation des données. Il faut mettre les systèmes de double vérification, c'est-à-dire qu'un agent vérifie, un autre agent vérifie sur place. Ça permet de réduire également le nombre d'incohérences et d'erreurs que l'on constate sur le terrain. Il faut, lors des supervisions, utiliser des checklists simples pour pouvoir faire cette évaluation des qualités des données. Également, il faut mettre une culture de la qualité des données et d'utilisation, c'est-à-dire qu'encourager beaucoup les agents ou bien les équipes à faire la présentation des données lors des réunions de coordination, les réunions de data review meeting, les réunions de collaboration avec les autres partenaires. Il faut intégrer l'utilisation dans l'évaluation des performances, c'est-à-dire que lorsqu'on fait l'évaluation des performances des staff, parfois il faut mettre cet aspect-là, l'utilisation des données, comment est-ce que le staff a utilisé les données pour pouvoir améliorer les performances de l'organisme du projet. Ensuite, il y a le pilotage par la technologie, beaucoup plus encourager les outils de collecte numérique, mettre en place des tableaux de bord pour suivre de manière instantanée les performances et même les incohérences que l'on a sur le terrain. Il faut utiliser les alertes à travers ces applications, les alertes qui envoient par exemple des messages, des signaux par email pour dire que nous avons un problème, nous avons des valeurs aberrantes, les données ne sont pas de bonne qualité sur le terrain. Il faut également on ne saurait parler d'évaluation de la qualité de données sans revenir sur l'aspect d'approche participative et collaborative. Donc, il faut vraiment travailler avec tous les parties prenantes clés au projet
pour pouvoir faire cette évaluation de la qualité des données. Il faut développer des solutions réalistes et adaptées au contexte parce que parfois on prend des solutions qui d'autres pays on vient nous les imposer on les impose et parfois ça ne marche pas. Donc il faut parfois aussi organiser lors des ateliers de co-création des outils, en fait, bref, même l'outil digital, impliquer également les parties prenantes. Donc, ainsi, présenter vraiment quelle est la définition de la définition des objectifs d'évaluation de la qualité de données, pourquoi est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait, quelles sont les méthodes qu'on utilise. Nous avons vu dans le cas pratique comment est-ce qu'on a à peu près fait une évaluation de la qualité des données, quel est le plan à la fin quel est le plan final qui a été évalué, quels sont les défis qu'on a rencontrés et quelles sont les bonnes recommandations que nous pouvons suggérer. Donc, nous espérons vraiment avoir répondu aux attentes des participants à travers la présentation sur cette thématique. Donc, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci, Astrid. Et nous sommes ouverts pour toutes questions, remarques, suggestions. Merci. Merci beaucoup, Yannick. Félicitations, nous apprécions beaucoup la présentation. Nous avons appris plusieurs choses, comme tu l'as rappelé, notamment la définition, les objectifs de l'évaluation de la qualité des données, quand, comment pouvoir réaliser une évaluation de la qualité de données. Le cas pratique était très intéressant parce que nous avons vraiment eu une intervention qui a fait l'objet d'une évaluation de la qualité des données et les résultats ont été très, très, très interpellants sur l'importance de ce processus pour pouvoir formuler des décisions vraiment orientées, ciblées et que l'on peut mettre en pratique dans une économie de ressources, dans une efficience des ressources. Donc, à la suite de cela, nous avons quelques questions que les auditeurs ont bien voulu partager avec nous. La première chose que je voudrais d'abord noter, c'est que dans ta présentation, tu as omis de partager avec nous la diapo 12. Et un intervenant a remarqué cela. Si tu veux bien revenir dessus et puis essayer d'expliquer brièvement pour qu'on puisse poursuivre avec les autres questions. OK, je partage la diapo 12. OK, la diapo 12, oui, elle porte sur les validations automatisées dans les outils digitaux. C'est un peu comme ce que je disais, lorsqu'on a une application, il y a des sons qu'on met généralement entre des variables. Donc ça, c'est une méthode qui nous permet d'intégrer les règles de validation dans les formulaires. Donc ça, c'est une méthode très, très efficace qui nous permet de le faire lorsqu'on veut faire comme outil d'évaluation de la qualité des données. On a également ce qu'on appelle le back-checking, c'est-à-dire qu'on recollecte l'échantillon. C'est-à-dire on prend un échantillon et parfois on fait des comparaisons avec des données initiales. C'est-à-dire qu'on prend deux échantillons et on fait des collectes. Donc, ça nous permet de voir si est-ce que ce que nous avons à l'instant T est ce que nous avons au départ. Donc, voilà à peu près les deux dernières méthodes que nous avons peut-être omis de présenter. Merci, Astrid. Ok. Nous allons d'abord commencer par évacuer les questions dans le chat avant de permettre aux participants de pouvoir prendre la parole. Donc, Yannick, il y a une question il y a un participant qui aimerait que tu reviennes un peu sur les tests de cohérence des données. Je pense que c'est dans les dimensions de l'évaluation de la qualité des données, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est exactement le slide qui est présenté. OK. Que je revienne sur les tests de cohérence statistique, c'est ça? Ah, si tu peux en dire plus. Sur les tests de cohérence statistique. OK. Oui. Si je prends les tests de cohérence statistique, j'imagine bien que je vais prendre un cas d'un exemple où nous avons par exemple ce qu'on appelle les box plots. Si je prends le cas des box plots.
Les box plots, c'est une méthode en statistique qui nous permet de voir quelles sont les valeurs aberrantes. C'est-à-dire que je prends par exemple, ce sont les techniques de détection. Je prends par exemple l'âge. Ou bien je prends par exemple, je vais prendre quel exemple? Des valeurs aberrantes. Je vois par exemple, je prends quel exemple concret, je rappelle là rapidement. Je vois par exemple, je prends un individu qui déclare ne pas travailler. Mais au niveau, en réalité, il ne devra pas répondre à la question quel est votre revenu quel est le revenu issu de votre emploi? C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne travaille pas, mais l'application a laissé le filtre qui va lui permettre de répondre à la question quel est votre salaire, donc quel est votre revenu mensuel, comme s'il travaillait. Lorsque je lance dans le box plot sur cette variable proprement dite, je me rends compte qu'il déclare, qu'il déclare avoir reçu, qu'il déclare avoir reçu un salaire. Pourtant, au départ, avec la variable d'entrée, il a déclaré ne pas travailler. Donc, cette méthode-là me permet de voir, de pouvoir détecter ce type d'individu-là. Donc, ça me permet de faire une évaluation. Une fois que je les ai détectés, je rentre maintenant dans ma base de données. Est-ce que c'est juste une erreur de remplissage, c'est-à-dire que effectivement il travaille et il a déclaré avoir un revenu chaque mois, ou bien il ne travaille pas et comme l'application lui a permis de remplir la question sur le revenu employé, il l'a détecté. Donc voilà à peu près ce qu'on appelle les tests statistiques. Donc j'ai pris un cas par exemple d'une petite méthode qui nous permet de voir des valeurs aberrantes sur certaines variables. Donc voilà pourquoi je parlais de tests de cohérence statistique. Donc il y a certaines cohérences que l'on peut utiliser entre une ou deux variables. Merci Astrid. Ok, Annick, je veux bien essayer de passer la parole aux auditeurs. Euh, Docteur Samuel Salah, est-ce que vous pouvez essayer de partager votre question avec nous? Oui, bonjour, merci beaucoup, Astrid. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Ok, d'accord. Merci, Astrid. Merci à l'équipe Assimil et merci à mon collègue Yannick, euh, avec qui j'ai travaillé sur quelques projets assez intéressants. C'est pas véritablement une question, mais peut-être une ouverture à la science et par rapport au webinaire, à quelques webinaires précédents de dire qu'en réalité, le, l'analyse de la donnée, déjà le thème il est très pertinent et l'analyse de la donnée, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend toujours compte qu'il faut à un moment pouvoir travailler en collaboration entre ce qui est produit du côté technique et ce qui sera produit du côté de la finance. Donc, c'est juste un peu pour relever la nécessité d'avoir une approche beaucoup plus collaborative en interne, d'avoir des équipes MIL qui comprennent un peu aussi ce que fait la finance et même les équipes financières qui comprennent ce que c'est que la partie programme et la partie MIL pour avoir des données encore plus exploitables lorsqu'on veut faire l'analyse, les évaluations, comme je le disais tout à l'heure. C'est tout ce que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup, docteur Salah. Ça fait effectivement une confirmation dans les recommandations que Yannick a partagées sur la nécessité d'une approche participative et collaborative. Nous allons prendre une question dans le chat. Yannick, il y a un participant qui aimerait savoir pourquoi avait-on instauré la triangulation pendant l'implémentation du projet ou du cas d'étude présenté. Allô, Yannick? Oui, sorry, mon micro était coupé. Donc, je crois que en présentant, j'ai présenté à peu près des méthodes théoriques qu'on utilise généralement pour faire une évaluation de la qualité des données. Et donc, à cette période-là, la triangulation des données qui consiste à faire une comparaison de plusieurs sources pour se rassurer que les données soient de bonne qualité. Donc,
c'est la méthode adéquate lors de la mise en œuvre du projet que nous avons utilisé parce que généralement, parce que pour ce problème particulier, le problème relevait de trois sources principales. C'est-à-dire qu'on avait déjà un problème, on avait déjà une discordance entre les données qui sont rapportées les données qui sont rapportées, autant pour moi, une discordance entre les données, entre l'application et ce qui est rapporté par le partenaire clinique, une discordance entre ce que nous avons et même nos propres partenaires d'implémentation qui sont sur le terrain, et une discordance même encore entre ce qui est entre les partenaires et les hôpitaux. Donc, c'est pour ça que nous avons opté pour cette approche de triangulation de données qui était celle la mieux indiquée pour pouvoir le faire plutôt qu'une autre méthode. Merci, Astrid. D'accord. Euh, on a vraiment beaucoup de questions. Je vais essayer de passer la parole à ce participant-là qui a juste le numéro 918 43 54. Si vous pouvez prendre la parole et vous exprimer. Donc, et je veux également continuer. Peut-être pour la question sur la triangulation des données, juste dire que c'est la méthode phare que j'ai présentée qu'on a utilisée. Mais sinon, euh, en mettant cette approche-là, on avait également fait, par exemple, l'approche par observation directe. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait, euh, lorsqu'on, lorsqu'on faisait des vérifications sur le terrain au sein des partenaires d'implémentation, on se rendait compte que certains, par exemple, data entry clerk n'étaient pas bien formés. On se rendait compte que certains agents communautaires qui suivaient les patients documentaient mal les erreurs. Donc, à partir aussi de l'observation directe, on avait pu détecter quelques anomalies liées à cette évaluation de la qualité des données qui avait été faite. Merci. C'était un supplément à la question. OK. Comme je disais, le participant avec le numéro 918 43 54 peut prendre également la parole. S'il n'est pas en ligne, Yannick, est-ce que tu veux bien répondre à la question de savoir si les méthodes présentées peuvent être utilisées dans tous les projets, du moins sont-elles standards? Bon, ce sont des méthodes standards. Et comme je le disais, il y a encore d'autres méthodes qui existent, mais celles-ci sont celles les plus vraiment utilisées. Et donc, oui, elles peuvent être utilisées dans la plupart des programmes et projets. Certaines peuvent être utilisées dans la plupart des programmes et projets qui sont en MOVE, qu'elles soient humanitaires, de développement et ainsi de suite. Pour la plupart, elles sont utilisées. Maintenant, pour certains programmes et projets qui sont spécifiques, je sais pas, peut-être, je vais dire n'importe quoi, peut-être de l'eau. Peut-être si on veut faire une évaluation de la qualité des données dans le domaine de l'eau, dans le domaine des essais cliniques, peut-être ils peuvent avoir d'autres méthodes spécifiques pour pouvoir faire ces évaluations-là. Mais dans le cadre humanitaire et de développement, ces méthodes qui ont été présentées englobent une bonne partie, bien qu'il peut exister d'autres. Merci. OK. Euh, tous les participants qui ont levé la main peuvent ouvrir leur micro un par un pour pouvoir s'exprimer. Je donne la parole à Monsieur David Adama. Oui, bonjour à tous. Merci à Monsieur Yannick pour la brillante présentation et au sillage du docteur Salah, le suivi en tant qu'un processus continu et systématique qui devrait collecter les données à tout moment, les interpréter pour la prise de décision. Lorsqu'on arrive à la triangulation, je pense que si le suivi était vraiment bien accentué, on ne devrait pas répertorier toutes ces anomalies dont M. Yannick nous a fait part. Bon, maintenant pour ma question, comment on pourra réaliser la triangulation si on n'a pas la possibilité d'effectuer des descentes de terrain directes? Comment on pourra faire pour repérer ces anomalies-là? Et pour aller plus loin, on peut utiliser quelle méthode? Merci, c'est ça ma question. OK, merci pour la question. Par exemple, on n'a pas la possibilité
d'utiliser, on n'a pas la possibilité de descendre sur le terrain. Déjà, j'ai cité une méthode qui peut être l'analyse statistique des données qu'on fait autant au bureau. Ça nous permet de détecter, de faire déjà une évaluation. Ça nous permet de faire une évaluation. Ça, c'est-à-dire qu'on fait des petites méthodes là, étant au bureau. Également, on a tous vu la période COVID-19 où il était vraiment impossible de descendre sur le terrain. Donc, aujourd'hui, il y a des méthodes, peut-être je ne l'ai pas mentionné, il y a des méthodes qu'on fait en ligne pour évaluer la qualité des données. Je prends un exemple. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, on avait un protocole qui nous permettait d'appeler les participants, donc appeler les bénéficiaires sur le terrain en ligne. Ça nous permettait déjà de savoir si, ça c'était un autre cas pratique, de savoir si le bénéficiaire existe réellement. Deux, s'il il est suivi par les agents communautaires. Trois, s'il reçoit effectivement les services. Donc, les services que le programme devrait fournir. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on extrayait la liste à cette période-là, comme on ne pouvait pas descendre sur le terrain. On ressortait les indicateurs clés, par exemple. On tirait la liste des services qu'il disait avoir reçus. On ressortait certaines informations clés telles que l'âge, le sexe et autres. À partir de la base de données qu'on avait, on avait les numéros de téléphone de chaque bénéficiaire. Donc, pour pouvoir faire l'évaluation, on appelait chaque bénéficiaire, par exemple, sur le terrain, notamment en demandant le consentement et autres. Pour ceux qui nous prenaient, on leur posait les questions. Quand est-ce que, par exemple, la dernière fois, le bénéficiaire avait été visité par un agent du projet? Deuxième chose, quand est-ce que quels sont les services que le bénéficiaire a reçus et à quelle fréquence on posait. Donc, à l'issue de ce type de questions-là, on s'est rendu compte que parfois, le bénéficiaire était effectivement suivi, mais les services qui étaient rapportés par nos agents communautaires n'étaient pas effectivement ceux que les bénéficiaires nous disaient au téléphone. Donc, il y a aussi les appels téléphoniques comme méthode qu'on utilise en ligne pour pouvoir gérer ces personnes. Donc, cette méthode-là nous permet également de faire une appréciation. Par exemple, à travers ces appels, il était par exemple anormal que lorsqu'on prend les dossiers, c'est-à-dire les bénéficiaires suivis par un agent communautaire donné, lorsqu'on lance l'appel, par exemple, pour une cinquantaine de bénéficiaires, aucun des numéros de téléphone ne passe, ou bien la plupart de ces bénéficiaires disent ne pas être suivis par ces agents communautaires-là. Ou bien parfois, ils nous disaient même que la dernière fois qu'il est passé à la maison remontait, par exemple, de plus d'un an. Donc, ça veut dire que l'agent communautaire, tout ce qu'il faisait, c'était juste de remplir les fiches. Donc, il y a cette approche d'appel en ligne. Il y a cette approche d'appel en ligne qui nous permet également de faire cette évaluation de la qualité des données. Deuxième chose, il y a également, par exemple, comme je disais, à l'observation, hein, c'est-à-dire que je reçois le rapport d'un partenaire d'implémentation, par exemple, mais lorsque j'entre dans le système, les données qui sont produites par le même partenaire d'implémentation sont tellement différentes des données que nous avons dans le système. Donc, ça sont des approches qu'on utilise généralement pour pouvoir, quelques petites méthodes qu'on utilise généralement pour pouvoir savoir si les données que nous avons ont de qualité. Également, il y a les petits questionnaires qu'on envoie en ligne aux agents de traitement et d'analyse des données pour savoir quelles sont les difficultés et autres. En fonction de l'analyse là, que l'on fait, on peut savoir si l'équipe a un bon niveau pour pouvoir saisir, analyser ou transmettre les données. Donc, ce sont ces quelques petites méthodes que je peux vous suggérer, là comme ça, au cas où on a des problèmes, on a des difficultés logistiques pour descendre sur le terrain. Merci. Astrid? Allô, Astrid? OK, on va prendre la prochaine question. Est-ce qu'on peut prendre la question de Monsieur Guindo? Oui, bonjour, Monsieur Yannick. Merci pour la Bonjour. brillante présentation. On a vraiment été très bien édifiés. Moi, ma question,
c'est par rapport aux outils voilà, de base d'un projet ou programme qui a fait l'objet d'évaluation de la qualité de ces données, notamment les cadres logiques. Et puis, s'il y a eu des rapports d'évaluation de parcours aussi, comment on pourra rattraper ça? Par exemple, si on a évalué la qualité de données vers la fin d'une intervention, c'est trouvé qu'on avait déjà élaboré les documents de projet avec les indicateurs de cadre logique. On a fait un rapport d'évaluation de parcours également. Maintenant, comment on peut faire pour rattraper ces rapports-là ou corriger ces rapports-là d'ici la fin voilà, du projet pour son évaluation finale? Merci beaucoup. Ok, ok, merci. Donc, pour mon expérience, ce que j'ai déjà pu observer, c'est qu'on est déjà arrivé à un niveau, on est arrivé à un niveau où, par exemple, l'année fiscale commençait d'octobre à, l'année fiscale allait être d'octobre à septembre. Octobre de l'année N à septembre de l'année N plus 1. Donc, il est arrivé que, à mi-parcours, qu'on se rend compte que, par exemple, le CACI, qu'on s'est rendu compte que, il y avait beaucoup de bénéficiaires fictifs, les informations étaient erronées. Donc, la chance que nous avons eue, c'est que c'est le bailleur de fonds. Donc, lors d'une réunion avec le bailleur de fonds, nous avons organisé une réunion avec le bailleur de fonds et nous l'avons présenté la situation. Et nous avons présenté la situation au bailleur de fonds. Ce que nous avons fait la période, le bailleur de fonds nous a demandé de rentrer sur le terrain, d'arrêter toute nouvelle collecte d'abord et d'abord d'effectuer ces corrections. Et ils nous ont donné un délai, ils nous avaient donné un délai d'à peu près un mois pour pouvoir faire ces corrections-là. Donc, dans le cas de cette payance, vraiment, on avait pu corriger les données à cette payance. Pour le cas où c'est lorsqu'on veut faire une évaluation finale et qu'on arrive à la fin, on arrive à la fin, on fait une évaluation finale et qu'on se rend compte que les données collectées depuis le départ sont tronquées. Honnêtement, j'ai pas encore eu cette expérience-là. L'expérience que j'ai, c'est durant la mise en œuvre entre 2 trimestres, 2 semestres. Il est arrivé où, avec des plateformes en ligne, ils nous donnent des périodes de 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir faire les corrections. Et même parfois, lorsqu'on soumet les données, lorsqu'on soumettait les données, le bailleur de fonds avait toujours une période de 1 mois, une période d'attente de 1 mois après la soumission pour nous permettre de dire si vous constatez qu'il y a des erreurs, faites des corrections et revenez avec le bon rapport. Donc, on avait vraiment ces périodes-là. Maintenant, arrivé à la fin d'un projet, on constate toutes ces anomalies. Bon, pour le moment, j'ai pas encore vécu cette expérience-là. Mais toujours est-il que il existe des solutions pour pouvoir les rattraper. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Guildo. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, merci. OK. Donc, on va continuer avec la question de Monsieur Stéphane Pierre Nyangena. Monsieur Stéphane Pierre. Allô? Donc, on va prendre Monsieur Viadrou. Monsieur Vridou. Vidaou. Allô? Oui, allô, Monsieur Stéphane Pierre. Allô? Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, c'est bon. Ok. On peut vous Oh, ça suivre. fait quoi entier là? Bon, allons-y, Yannick. Non, déjà, félicitations pour ta brillante présentation qui met au cœur du débat un des défis que beaucoup de milles rencontrent dans leur carrière. J'ai l'habitude de dire la seule matière première que nous nous fournissons en tant que milles, ce sont les données. Et les données, c'est la base de la confiance que nous avons, soit avec les bénéficiaires, les communautés avec lesquelles nous travaillons, soit avec les bailleurs qui nous donnent leur argent, soit avec les responsables étatiques parfois qui veulent comprendre qu'est-ce que nous faisons dans le contexte des interventions. Donc, mon intervention va se baser d'abord sur l'apprentissage et c'est une question ouverte pour tous qui sont dans l'assistance. Déjà, sur l'apprentissage, une des choses que moi j'ai retenues dans le parcours 2000, c'est que les critères des données sont contextuels. Ça veut dire dans votre organisation, vous pouvez avoir ce qu'on peut appeler les standards minimums. Parce que vous savez bien, parce que vous avez listé tous les critères, mais dans chaque organisation, vous pouvez avoir ce qu'on peut appeler les standards minimums que vous devez toujours assurer sur vos données. Mais vous devez toujours garder aussi en esprit que vous avez des bailleurs avec lesquels vous travaillez. Pour ceux qui ont travaillé avec les bailleurs américains, USAID et autres, ils avaient toujours leurs critères. Que vous ayez des critères ou pas dans votre organisation,
eux, ils avaient vos critères. Donc, vous devez développer cette sorte d'ambivalence de savoir, dans le contexte, quels sont les standards minimums que vous devez appliquer parce que peut-être votre organisation fera un audit ou le bailleur fera un audit. Et il y a la question de la transparence. J'ai beaucoup aimé parce que vous avez abordé cette question. La question de la transparence est devenue un des enjeux fondamentaux sur la qualité des données. Sachez que quand vous présentez vos données, il y a des organisations qui vont vous dire, par exemple, envoyez-nous votre base de données. On veut se rassurer que vous avez vous-même fait tous les tests de cohérence par rapport à vos données. Nous aussi, on peut désormais demander à OCHA, à tous les autres bailleurs de fonds, tous ces rapports que vous voyez publiés à l'international, vous pouvez leur écrire pour dire est-ce qu'on peut avoir votre dataset? Parce que nous aussi, on fait des analyses approfondies. Donc, tout ça permet de se rassurer que l'information que nous nous présentons est basée sur des données qui répondent à tous les critères qu'il faut pour assurer la qualité. Maintenant, la dernière partie de mon intervention, c'est vraiment une interrogation ouverte, c'est-à-dire celle de la culture organisationnelle. Je prends toujours un cas simple pour illustrer ce que j'appelle par la culture organisationnelle. Vous avez fait un PDM, vous avez des résultats qui sont en deçà des attentes de votre organisation. Mais là, vous êtes face à votre project manager parce qu'il avait déjà une idée des résultats, mais vos données donnent un autre résultat. Comment vous gérez ces défis-là? Et je sais que c'est là où beaucoup de jeunes milles rencontrent le plus souvent des difficultés. Comment est-ce qu'ils peuvent aller au-delà de ces challenges pour assurer que ce soit toujours les données qui informent la décision, quel que soit l'état d'esprit de celui qui va voir que les chiffres ne sont pas ce que lui, il attendait déjà dans sa tête. Merci. OK, merci Stéphane, merci vraiment pour cette intervention qui vraiment vient contribuer à cette thématique qui apporte vraiment. Donc, en ce qui concerne la culture de données, déjà, bien que le mille le pousse, il y a également ce qu'on appelle quoi, la personnalité même du manager en fait. C'est-à-dire que on peut être dans une organisation et le manager, lui, c'est pas sa finalité, hein, vos affaires de données. Lui, il a sa finalité, il sait ce qu'il recherche. Et bien que mal, lorsque vous faites des propositions pour inclure même déjà les présentations des données dans les réunions stratégiques, dans les réunions de routine, il est il est réticent à ce type d'approche. Donc, moi, ce que je dis, c'est toujours de faire son travail pour un suivi d'évaluation, de pousser, de faire ce qui est normal de faire, d'amener le décideur à travers des réunions, passer dans son bureau, envoyer des emails et ainsi de suite. Je crois qu'avec le temps, on dit souvent que les habitudes, les vieilles habitudes, on la peau dure. Avec le temps, il y aura une certaine flexibilité pour pouvoir le faire. Donc, merci Stéphane pour cette contribution. Je vais prendre la question qui était dans le chat sur est-ce qu'on peut en savoir plus sur les notions d'alerte sur les erreurs par email? OK. Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place une application. On avait une application qui avait un tableau de bord intégré. Dans le tableau de bord intégré, on avait un module qui portait sur l'évaluation de la qualité des données, donc Data Quality Assessment. Dans ce rapport, dans le tableau de données, on détectait automatiquement, comme je l'ai si bien dit, certaines erreurs, par exemple, les sexes manquants, l'âge manquant, le niveau de revenu, par exemple, manquant. On se rendait compte, par exemple, que quelqu'un a été initié au traitement avant qu'il ne naisse, par exemple. On avait ce type. Donc, on avait un tableau de bord qui nous permettait de comme ça. Maintenant, on avait un système d'alerte. C'est-à-dire que pour tous ceux qui avaient les droits d'administration, tous ceux qui avaient les droits d'administration dans l'application, l'application les envoyait de manière hebdomadaire un message avec les possibles erreurs que nous avons dans le système. Donc, on avait un système d'alerte et de messagerie instantanée qui permettait d'envoyer des emails tant aux partenaires d'implémentation, en fait, tous ceux qui étaient dans tous les acteurs du circuit de données. Donc, voilà pourquoi je parlais d'alerte sur les erreurs et les emails.
Donc, avec Power BI également, aujourd'hui, on le fait. C'est-à-dire que dans une organisation, lorsqu'on a Power BI, on automatise les possibles erreurs que nous pouvons, c'est-à-dire que ces petites évaluations qu'on pouvait faire, et ça envoie directement à une certaine fréquence des emails. Également, à travers ces emails, on automatisait le partage des performances directement aux acteurs sur le terrain. On automatisait également cela. Donc, et même au niveau des partenaires d'implémentation, lorsqu'ils ouvraient l'application, ils avaient un point rouge qui apparaissait pour leur dire que voici les erreurs que nous avons, voici les erreurs que vous avez dans vos qualités. Donc, toujours attirer l'attention des acteurs sur cette évaluation-là. Donc, et de nos jours, il est important de vraiment le faire, mettre ce système d'alerte par email, l'automatiser, ne plus le faire manuellement. Donc, je vais prendre une question main levée. Monsieur Vridaou, c'est bien ça? Oui, merci beaucoup Yannick, hein, merci pour la brillante présentation, hein. En fait, c'est ça vraiment le terrain, hein, l'homme de solutions. En fait, moi, c'était juste un commentaire et une question. Peut-être je peux commencer par la question. En termes de coût, je sais que l'évaluation coûte déjà cher et vous avez fait, n'est-ce pas, l'évaluation de la qualité de l'évaluation, si je peux appeler ça comme ça. J'espère que ça a été budgétisé. Pour le cas du Cameroun que vous avez cité, hein, ça vous a pris 3 mois. Environ combien de coûts ça vous a pris? Ça, c'est juste pour la qualité. Entre-temps, l'équipe de collecte, l'équipe d'évaluation est d'abord passée. Combien l'évaluation a d'abord coûté et quel est maintenant le coût de l'évaluation de cette qualité? Mais est-ce que ça a été budgétisé bien avant? Parce que la plupart des projets que nous suivons, comme vous le savez, souvent on budgétise seulement le coût d'évaluation. Alors, quelquefois, on met de côté, mais c'est des grandes enquêtes comme le recensement, comme le DHS, qu'on a tendance à budgétiser l'évaluation de la qualité des données. Bon, maintenant, je reviens au cas pratique. Vrida Ottawa, ça c'est mon nom, comme vous avez dit, là, je suis au Tchad. Et la semaine prochaine, on a pris une équipe pour évaluer le cadre de coopération du système Nations Unies, l'évaluation finale. Vous voyez? Mais nous, on ne voulait pas d'abord attendre que le rapport d'évaluation soit disponible et qu'on va évaluer la qualité des données. Ce que moi j'ai mis en place, c'est que quand les consultants vont être sur le terrain, j'ai émis une mission de suivi. Ça veut dire au moment où ils sont là, hein, c'est comme une supervision, mais bien que ça soit indépendant. Hein, au moment où on va aller à l'évaluation technique du premier rapport, je crois qu'on peut déjà ajuster les choses bien avant que le rapport final soit fait et on va évaluer la qualité. Entre-temps, on les a payés. Maintenant, pour le cas où vous avez fait sortir, vous avez trouvé que les données sont de mauvaise qualité. L'argent a été déjà dépensé. Quelle était la sanction ou bien quelle était la position du bailleur? Entre-temps, votre évaluation de la qualité est venue maintenant corriger les choses après. Proposition de correction même. Parce que même pour corriger ça, il fallait encore mettre de l'argent sur la table pour rattraper. Voilà comment ça s'est passé. Merci. OK, merci bien pour les questions. Donc, concernant le chiffrage de coûts, dans le cadre de ce projet-là, bon, je vais dire que le coût, il y a les coûts financiers, il y a les coûts humains, il y a les coûts matériels et autres. Donc, globalement, dans la conception du projet, le volet évaluation de la qualité des données avait été budgétisé. C'est-à-dire que chaque trimestre, il y avait des budgets au niveau des équipes qui étaient dans les zones, donc par exemple des équipes qui travaillaient dans les régions. Donc on avait d'abord les partenaires d'implémentation qui avaient un budget. Ils avaient notamment deux principales lignes budgétaires qui les permettaient de faire ces évaluations-là. Donc ils avaient une évaluation, ils avaient un budget pour conduire les réunions de revue de données en interne et avec les partenaires, avec les autres partenaires, c'est-à-dire que les autres parties prenantes au projet qui devaient faire en région. Ils avaient également un budget pour ce qu'on appelle les Routine Data Quality Assessment, c'est-à-dire que de manière trimestrielle, ils devaient s'asseoir pour faire une évaluation de la qualité des données. Donc, ils avaient ces budgets-là qui avaient été bien pensés lors de la conception du projet. Au niveau des équipes de coordination du projet, donc c'est-à-dire que ceux qui supervisaient à peu près les partenaires d'implémentation,
Ils avaient également un budget qui devait faire chaque trimestre pour évaluer la qualité des données. Et au niveau central, l'évaluation de la qualité des données devait être juste faite 2 fois par mois. 2 fois par an, c'est-à-dire qu'on appelait ça le DQA, qui était également budgétisé. Mais pour le cas pratique qui était présenté, à cette période-là, on était presque au début du projet. Donc, le problème avait été posé juste durant les 6 premiers mois du projet. Et donc, cette activité particulière, comme elle devait toucher toutes les régions et au début juste du projet, on n'avait pas donc cette ressource. Donc, ce qu'on avait opté de faire, c'est de prioriser certaines activités dans le département de suivi et évaluation pour pouvoir conduire, puisque le bailleur de fonds disait, nous ne pouvons pas vous offrir d'argent supplémentaire pour pouvoir réaliser cette activité-là. Donc, on est obligé de prioriser. Donc, je comprends que c'est vraiment difficile lorsque ce n'est pas fait. On est obligé de réorienter les styles de formation qu'on devrait faire qui nécessitaient beaucoup de budget pour pouvoir conduire cette activité. Et donc, sur votre second point, sur la supervision avant l'évaluation avant l'évaluation finale, elle est effectivement une très bonne approche. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une évaluation et que l'on se rend compte qu'il y a des problèmes sur les données, il est toujours bien de toujours envoyer une équipe, un peu comme une mission de suivi, comme vous l'avez si bien dit, de le faire. Maintenant, sur la position du bailleur, une fois qu'on avait conduit, on avait mené cette opération, vraiment, le bailleur de fonds était satisfait de cette approche. Le bailleur de fonds était vraiment satisfait de cette approche. Nous avons même félicité des résultats qu'on avait obtenus. Et avait donc envoyé un email d'avertissement pour pouvoir dire que ce genre de situation, nous ne voulons plus. Et dans le cadre de cette opération, nous avons constaté qu'il y avait un partenaire d'implémentation qui faisait vraiment beaucoup du faux sur le terrain. Ce qu'on avait pris comme conséquence, c'était de blacklister le partenaire d'implémentation et d'arrêt effectif des activités sur le terrain. Donc, les bénéficiaires qui étaient suivis par ce partenaire d'orientation, ce qu'on avait fait, c'était juste orienter ça à un partenaire plus sérieux en la matière. Donc, voilà à peu près des réponses à la question et merci pour l'intervention de Monsieur Vridoua. On va Ok, poursuivre. euh, merci Yannick. Ce que je voulais juste signaler, c'est que le lien YouTube de la session sera partagé à tous les participants pour que vous puissiez la repasser en vidéo. Et maintenant, je vous invite également, comme je l'ai dit, à répondre à l'évaluation du webinaire via le lien que j'ai mis dans le chat. Et puis, je vais passer la parole à Madame Chloé Amada. Vous pouvez juste ouvrir votre micro et puis parler. Ok, si Madame Chloé Amada n'est pas disponible, on va passer la parole à Monsieur Mohamed. Ok, bonjour Yannick. Alors, merci beaucoup vraiment pour cette belle présentation. Alors, pour ma part, c'est plutôt une expérience que j'ai vécue et dont je n'avais pas eu de solution. Je voulais la partager avec vous, voir si vous avez déjà vécu cela, si vous avez une solution à proposer. Alors, le problème, c'est que j'ai intégré une organisation. Euh, on faisait un projet multisectoriel. Donc, j'étais venu en fin de projet. Je devais faire un rapport endline. Donc, la collecte a été déjà réalisée. Je devais faire un rapport endline. Donc, en faisant le rapport endline, j'ai constaté que dans le rapport baseline, il y avait des incohérences. Parce que certains bénéficiaires répondent exactement aux questions. Par exemple, dans le cas de la construction d'un puits, on dit qu'au niveau, il n'y avait pas de maladie hydrique. Et après le projet, on constate que dans les réponses endline, ils disent qu'il y a des maladies hydriques. Alors que on a fait l'intervention, on a fait l'évaluation du site, on a constaté qu'effectivement, il n'y avait pas de problème à ce niveau, on a agi en ce sens. Maintenant, le problème qui est constaté, j'ai dit aux responsables, mais que c'est peut-être les enquêteurs
qui partait de côté pour renseigner les réponses et envoyer en même temps. Donc, c'était vraiment un problème à ce niveau. Malheureusement, on n'a pas eu de solution. Il y avait eu beaucoup de problèmes, surtout à faire de USAID. Donc, on n'a pas pu régler le problème. Donc, je voulais savoir, vous, à votre niveau, si vous avez eu à faire face à ce genre de problème. Voilà, c'était un peu ça ma question. Ok, merci, monsieur Mohamed. Bon, particulièrement, on n'a pas encore rencontré ce type de problème, mais peut-être comme démarche à faire, c'était de savoir si les réponses qui avaient été données lors du baseline étaient de bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il fallait savoir si c'était des bonnes réponses. Et au cas où elles auraient été au cas où elles auraient été des bonnes réponses, il fallait notifier juste le bailleur de fonds, puisque le baseline avait déjà été approuvé. Et lorsque le baseline est approuvé, il faut juste écrire au bailleur de fonds. Il faut écrire au bailleur de fonds pour savoir si on peut le modifier, c'est-à-dire que modifier le PMP, la matrice d'indicateurs, pour modifier la valeur qui avait été donnée à ce baseline. Et donc, je pense qu'il fallait juste notifier le bailleur de fonds au cas où la réponse aurait été vraie. Et maintenant, lors du inline, avoir à partir de cette valeur, voir s'il y a eu changement ou pas. Donc, pour mon expérience avec USAID, ils sont vraiment flexibles. Bon, ancien USAID, ils étaient vraiment flexibles. Ils étaient vraiment flexibles dans ce type de modification, mais ils avaient des protocoles qu'il fallait respecter une fois que le baseline avait déjà été approuvé. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, Yannick, rapidement, est-ce que tu peux répondre à la question de savoir comment faire l'évaluation de la qualité des données avant la mise en œuvre du projet programme? OK. Donc, si je prends par exemple le cas d'une extension, d'un projet qui a eu une extension, ce qu'on voit généralement, si je prends le cas du Cameroun, on voit que c'est un projet qui d'une organisation à une autre. C'est-à-dire qu'on a les phases 2, les phases 3 qui sont parfois pas gérées par les mêmes acteurs. Si je prends l'acteur 2 qui conduit par exemple la phase 2, et l'acteur 2, lui, il élabore son tableau d'indicateurs, c'est-à-dire que son PMP, où il y a ses résultats d'indicateurs, il y a ses indicateurs majeurs, il y a par exemple les valeurs de son baseline, c'est-à-dire que il doit élaborer ses indicateurs. Il a élaboré ses indicateurs, donné la valeur de ses indicateurs à la phase de référence, phase 0 du projet. Mais compte tenu du fait que pour certains indicateurs, il avait déjà les valeurs à la phase 1. Et donc, lorsqu'il arrive à la phase 0 de son projet, de la phase 2 du nouveau projet, il se rend compte que la valeur, par exemple, qui est peut-être contenue dans le dernier rapport de la phase 1 n'est pas une bonne valeur, n'est pas une valeur de bonne qualité. Ce qu'il peut faire pour corriger cela, bien que l'indicateur sortait de la phase 1 qui a déjà clôturé, ce qu'il peut faire, c'est de refaire une collecte à zéro sur l'indicateur proprement dit, puisqu'il s'est rendu compte que la valeur du précédent projet n'était pas de bonne qualité. Refaire une collecte à zéro pour pouvoir documenter la vraie valeur. Donc, il arrive plus souvent que les valeurs par exemple, lorsqu'on fait une recherche documentaire, on se rend par exemple compte que les données qui avaient été utilisées n'étaient pas de bonne qualité, mentionnées dans les rapports et autres. On signifie juste au bailleur de fonds que nous allons recollecter la donnée à zéro pour pouvoir avoir un indicateur. Parce que donc, c'est possible de le faire avant la mise en œuvre d'un projet. Merci. Et Yannick, si je je prends voudrais... même le cas du projet, le cas pratique que j'ai présenté, avant, le projet était mis en œuvre au Cameroun sous une différente composante. Et au démarrage du projet, au démarrage du projet, au démarrage du projet, l'équipe s'était rendue compte que les valeurs qui avaient été déclarées par l'ancien projet n'étaient pas bonnes. Donc, au départ, en échangeant avec le bailleur de fonds, qui nous demandait de prendre les valeurs de base, puisque c'était une suite, qui nous demandait de prendre les valeurs de base de l'ancien projet, on leur a fait comprendre que l'ancien projet, il y avait extrêmement de problèmes de qualité des données. Donc, ce que nous avons fait une collecte à zéro
pour pouvoir élaborer notre matrice d'indicateurs. Merci. Ok, je voudrais remercier les questions qui sont assez nombreuses et t'inviter, Yannick, à pouvoir répondre à la question de savoir si, comment évaluer les données dans le cadre d'une étude où les données sont collectées, je pense, via radio ou alors du moins à travers une audience. Je pense que ce n'est pas une étude qui est faite physiquement, donc les données sont collectées via une audience ou alors par radio. Cette question était dans le chat, mais je ne la retrouve plus. Bon, peut-être il faut apporter des précisions à la question, hein. Oui, j'ai vu une question comme ça, mais je ne l'ai trouvée pas très précise. J'ai vu radio et autres, mais je ne l'ai pas trouvée très précise. Effectivement, j'ai demandé aux participants de préciser la question. Il a juste demandé si nous avons déjà mené une étude sur les audiences. Et donc, je Non. lui ai dit que nous allons répondre par email après s'il a besoin d'une ressource humaine précise. Je vais passer rapidement la parole à Monsieur Nana parce que nous nous acheminons vers la fin de notre session. Monsieur Nana, vous pouvez ouvrir votre micro et vous exprimer. Monsieur Nana n'est pas disponible. Monsieur Stéphane Pierre peut prendre la parole. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, nous vous Allô? Vous êtes écoutons. bien entendu. Oui, oui, Ok, monsieur voilà. Stéphane. Ok, ok. Merci beaucoup Yannick pour ta contribution sur les écarts. Peut-être que je vais encore venir avec le volet praticien. On a beaucoup de jeunes collègues qui sont avec nous en ligne. C'est pas toujours aisé de repartir faire une enquête à zéro. Ça, il faut qu'on soit transparent avec vous parce que, un, vous n'aurez pas parfois le budget. Donc, ce que nous, on a fait comme expérience, c'est qu'on a toujours analysé dans le contexte. Est-ce qu'on peut reprendre l'enquête à zéro ou alors on va faire juste un test sur un échantillon, peut-être avec des questions binaires pour dire aux gens, il y a peut-être de cela 1 an ou 6 mois, il y avait un projet, qu'est-ce qui avait changé maintenant, quelle est la situation maintenant? Donc, c'est juste pour dire aux collègues, analysez d'abord dans le contexte avant de repartir. Est-ce que l'écart est significatif? Ou alors, focalisez-vous sur ce qu'on appelle souvent l'apprentissage. Le bailleur va toujours comprendre. Mais c'est le fait de ne pas dire au bailleur de manière transparente, nous avons eu tel souci, parce que je parle encore de la culture organisationnelle. On est toujours content, on se contente tous des bonnes nouvelles quand on gère les projets. Quand il y a les mauvaises nouvelles, on commence à dire c'est le mille, et c'est là où le mille doit vraiment déployer toutes les autres compétences, autres que les compétences techniques mille, pour pouvoir expliquer qu'il y a des solutions qu'on peut implémenter, qu'on va choisir celle qui sied dans le contexte en fonction de nos ressources. Donc, c'est juste le partage d'expérience que je voulais apporter à ce que Yannick avait déjà dit. Merci. Effectivement, merci beaucoup. Donc, et pour le refaire, même sur des petits échantillons, tout dépend du budget, comme vous l'avez si bien dit, du budget, de la disponibilité, du calendrier, du projet et autres. Mais aussi, avant de le refaire, il faut une analyse robuste, hein, qui demande vraiment beaucoup d'arguments. Parce que le bailleur de fonds va se dire, pourquoi est-ce que je dépense à nouveau mon argent pour pouvoir le faire et même approuver. Donc, ça dépend, ça demande une approche très rigoureuse de ce pourquoi il faut justifier ce qu'on veut faire ou la recollecte des données. Merci Stéphane pour la contribution. OK. Merci Yannick. Merci à tous les participants pour votre intérêt à ce webinaire. Je voudrais signaler que là, nous sommes arrivés au thème de notre session et vous préciser que notre prochain webinaire se tiendra à la fin de ce mois de décembre et portera sur la planification dans le mille. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié. OK, il y a Pouvez-vous une dernière renvoyer le question. lien d'évaluation, s'il vous plaît? Je trouve pas ça dans le chat, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Il y a Madame Chloé Amada qui est revenue. Rapidement, Yannick, si tu peux lui répondre à la question de savoir la différence entre valeur manquante et valeur adhérente et comment se font le traitement. Je vous partage le lien d'évaluation tout de suite dans le OK, chat. valeur manquante, c'est on n'a pas de valeur, hein, c'est-à-dire que ça manque. C'est-à-dire que si on prend par exemple le sexe est vide, c'est-à-dire qu'on doit renseigner par exemple masculin ou féminin ou bien, je sais pas, trans.
Et après, on vient, on voit la valeur manquante. On n'a pas on a 10 individus, on a les valeurs manquantes de 5 sur les dates de naissance. Ça sont les valeurs manquantes. Mais dans les valeurs aberrantes, c'est les valeurs qui s'écartent de la norme. Les valeurs qui s'écartent de la norme. J'ai pris un exemple tout à l'heure dans mon propos. Donc, généralement, pour les traiter, il y a la méthode statistique pour le faire, hein. Les valeurs, par exemple, manquantes ou aberrantes. Parfois, on fait des imputations par la moyenne, par certains indicateurs de tendance centrale ou tendance. Parfois, on utilise des méthodes de bootstrap pour pouvoir le faire. Donc, il y a une méthode statistique qui permet souvent de le faire. Euh, Donc voilà à peu près répondu de manière rapide comment est-ce qu'on peut traiter les valeurs manquantes. Donc il y a une méthode statistique qui permet de traiter par les imputations, et ainsi de suite. Merci. Ok, merci Yannick. Je voudrais signaler également que le participant avec le numéro 918 43 54, s'il est toujours présent, peut prendre la parole avant que nous clôturons la session. Ok, je constate qu'il n'est pas en ligne. Madame Chloé Amada, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour pouvoir vous exprimer? D'accord. Si nous n'avons donc plus d'intervention, je vous remercie à tous. Je remercie premièrement notre expert Yannick Kamwa qui a bien voulu S'il nous vous plaît, partager ainsi. s'il vous plaît, Oui, est-ce qu'on pourrait oui. avoir la présentation? J'avais pris une question comme ça, c'est pas ça. Ou bien c'est pas autorisé. Vous aurez par email le lien YouTube de la session. Vous pourrez Ok, repasser en revue ce que nous avons fait aujourd'hui via ce lien. On vous le partagera en début de semaine par email. OK. d'accord. J'avais posé aussi une question dans le chat, mais bon, j'ai pas eu de réponse. Je sais pas si c'est possible que le Yannick revienne là-dessus. Ou bien après, je peux le contacter par Reposez la email. question. En fait, il a parlé de dispositifs qui permettent d'avoir des alertes par mail lorsque, par exemple, il y a des valeurs aberrantes qui apparaissent, etc., dans des zones, lorsqu'on fait la collecte. Et donc, moi, je voulais avoir un peu d'expérience, un peu d'informations là-dessus. Et je profite vraiment de te féliciter, Yannick, pour cette belle présentation et féliciter également AC1000 pour cette initiative. Merci. Ok, c'est vrai que j'ai répondu à ça sur les alertes et les erreurs. En fait, c'était juste de dire que on a une application de collecte de données et dans l'application de collecte de données, il y a un module tableau de bord. À partir du module de tableau de bord, on a sorti un rapport qui porte sur l'évaluation de la qualité des données. Donc, pour les équipes membres du projet, on partage avec eux à une certaine fréquence. C'était généralement mensuel. On les partageait souvent 2 fois la semaine, le mardi et le jeudi, pour pouvoir les faire un état de manière automatique. C'est-à-dire que c'est le système qui les envoyait de manière automatique à tous les agents concernés dans le cycle des données. Les alertes pour leur dire, voici les performances que vous avez, mais aussi, voici une évaluation de la qualité des données que nous avons. Les performances ne sont pas très bonnes et aussi les données ne sont pas très bonnes. Ou bien les performances sont bonnes, mais les données que nous avons, on voit les coquilles. Donc, c'était à peu près ça. Donc, de nos jours, mettre ce genre de système en place, ce sont des normes. Ce sont des normes actuellement en suivi évaluation qu'on demande de toute application de faire, de pouvoir cracher des alertes, de pouvoir cracher des emails de manière automatique aux utilisateurs pour les faire parvenir soit les performance, en fait, toute analyse qui est faite au projet. Et également, lorsqu'un utilisateur ouvre l'application, généralement, que ça lui flague, donc que ça l'envoie directement ce type d'alerte-là. Merci. Merci à toi. Merci. OK, merci vraiment, chers participants. Merci, expert Yannick. Merci pour tout cet intérêt que vous accordez au webinaire de AC1000. Nous vous informons donc que la bonne nouvelle, à partir de 2026, nous aurons des sessions de formation qui seront, je ne dirais pas payantes, mais juste motivées
pour pouvoir permettre à nos experts formateurs d'être toujours disponibles pour nous. Et les participants à ces webinaires pourront recevoir une attestation de, de formation après les sessions. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle, le cadeau de Noël que nous avons pour vous. Pour tous ces praticiens du MIL qui souhaitent avoir un document qui atteste qu'ils ont participé à une thématique particulière pour leur ouvrir davantage de portes vers de nouvelles opportunités, nous aurons donc ces sessions de formation pas payantes, mais motivées, comme je l'ai dit. Donc, sur ce, nous vous remercions infiniment pour votre disponibilité remarquable, pour votre intérêt toujours à soutenir les initiatives de ACMIL. Nous vous serons bientôt avec un webinaire qui sera encore gratuit, mais ce sera le dernier gratuit sur la planification dans le mille. Merci.